C'est bien écrit, c'est bien dosé. Les personnages sont super intéressants, ils sont bien écrits et honnêtement, je savais pas qu'elle écrivait aussi bien, cette autrice. Je crois que je vais lire d'autres de ses livres, c'est clair. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que je trouve fun en général. Bonne année 2026, première vidéo de 2026 et je nous souhaite à tous une très bonne année 2026, une année de très bonne santé, une année de paix, de joie et une année boostée en énergie et motivation pour réaliser nos rêves les plus fous. Bonne année! Alors cette vidéo va lancer la série des bilans 2025 sur la chaîne et on va commencer positivement en parlant des tops 2025. Et cette vidéo, en fait, j'essaie de la faire chaque année parce que je trouve qu'il est important, en fait, de rendre hommage, de remercier tous ces livres-là que j'ai pu lire qui m'ont vraiment apporté un bien fou en 2025 et faire des tops et des flops. C'est ma manière de remercier ce qui m'a positivement impacté comme ce qui m'a négativement impacté. Mais bon, on est dans le positif là, donc on va commencer sur des belles scènes. Et honnêtement, j'ai eu passé de très bons moments en lecture cette année. J'ai vraiment quasi fait un sans faute. J'ai eu très peu de lectures qui n'étaient pas intéressantes. La plupart étaient super intéressantes, super prenantes. Et sans plus tarder, je vais vous parler des 10 livres qui ont eu un impact super positif sur ma vie en 2025. En 10e position, j'ai mis Le Harem du roi de Jaeli Amadou Amal, qui est un roman qui va parler de tradition et de polygamie. On va suivre en fait un couple dans la tourmente. C'est un couple, c'est un vieux couple, hein. Ils ont déjà des grands enfants. Quand en fait le mari va se retrouver à une position en fait de pouvoir dans sa ville d'origine, il va devenir roi et dans ses prérogatives de roi, il aura droit à un harem qui va semer la discorde dans son couple à lui, qui était un couple très fusionné, très amoureux. Bref, c'est un livre qui m'a vraiment touchée droit au cœur parce que Charlie Amadou Amal, je trouve que c'est une autrice qui n'hésite pas en fait à parler de comment ça se passe au niveau des foyers polygames. Elle en parle sans jeu de mots, elle va directement au cœur du sujet et elle va tourner et vous raconter tout ce que les personnages qui sont confrontés à ces réalités-là vont vivre. En général, je passe de bons moments à lire ces livres et c'est le cas également dans ce livre où honnêtement on va suivre ce couple-là dans la tourmente. C'est un couple qui s'est beaucoup aimé par le passé, mais justement en fait la femme ne supporte pas cette situation de harem. Elle aime son mari, mais son mari ne veut pas fermer ce harem-là. Son mari l'aime, mais son ego, le pouvoir à lui monter à la tête et ça va déclencher tellement de choses dans leur environnement que vous ne pouvez qu'apprécier en fait les réactions et les introspections qu'auront chacun des personnages de cette histoire. L'auteur va raconter la cruelle désillusion d'un couple confronté aux traditions ancestrales qui vont vraiment faire effriter ce bonheur-là qu'ils avaient depuis des années. C'est un roman qui est assez engagé, il est féministe en fait, et il va parler des maux dont les femmes sont souvent les principales victimes. On va aussi poser le problème des castes, des mariages d'enfants. Du coup, honnêtement, l'auteur, elle a pris le temps de vous glisser tous ces éléments-là dans ce récit de vie et ça fait plaisir. J'ai passé un bon moment à lire ce livre et c'est un livre que je vous recommande si vous vous intéressez en fait un peu à la société camerounaise. J'ai mis en 9e position Le prix à payer. Pourquoi le couple hétéro appauvrit les familles nues à l'amour de Lucie qui est un essai qui va parler de couple, va parler de féminisme, de sociologie. Et dans ce livre, honnêtement, j'ai passé un bon moment à lire ce livre. J'en ai même fait un Reels, je crois, sur Instagram. Si, c'est pas je crois, j'en ai fait un. Parce que c'est un livre qui m'a beaucoup interpellée et m'a fait réfléchir beaucoup sur, en fait, ce qui est grugé aux femmes tous les jours par la société. Voilà, je le dis comme ça, mais c'est le cas. Dans ce livre, l'autrice va essayer de nous montrer par A plus B que les femmes perdent beaucoup d'argent au quotidien, même quand elles ne sont pas censées perdre de l'argent. Elles se retrouvent perdantes dans toutes les situations financières, encore plus quand elles se mettent en couple et on va vous aider à chiffrer cette somme-là. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un essai super intéressant parce que je trouve important en tant que femme d'avoir cette notion-là de finance, d'avoir cette notion-là de sous qu'on perd éventuellement et en sachant cela, éventuellement se mettre en couple, mais en prenant garde, voilà, à peut-être mettre plus de côté, à faire des actions et à peut-être essayer de changer les choses pour que la société arrête de nous gruger. Hein, ça serait pas mal ça serait pas mal, je trouve. En 8e position, j'ai mis le livre Pour que la nuit s'achève de Nadia Hachimi. C'est un roman qui va parler de la société afghane, des femmes qui sont en prison plus particulièrement. Et dans cette histoire, on va suivre une femme qui vient d'être emprisonnée. Elle serait celle qui a tué son mari violemment, donc elle est en prison en attente de son procès. Et pendant que toute cette histoire se passe, on va avoir des gens qui vont essayer de reconstituer ce qui s'est passé. On va essayer de vous raconter comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Est-ce que c'est vraiment elle qui a tué? Bref, on sera dans un questionnement constant.
Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que je lis un livre de Nadia Hachimi et clairement, ce ne sera pas la dernière fois. Je trouve que son style d'écriture est super intéressant, c'est prenant, c'est pas compliqué, ça va droit au but, ça fait ce que ça a à faire. Et honnêtement, la manière dont elle expose la société afghane et vous montre en fait ces femmes qui limite préfèrent rester en prison que de sortir. Vraiment, la position de la femme afghane tient vraiment à peu de choses. Il suffit qu'il y ait suspicion, qu'un regard s'accroche trop longtemps, qu'on la dénonce anonymement pour que toute sa vie s'effondre. C'est un roman fort qui va parler de ces femmes fortes qui, emprisonnées, sont beaucoup plus libres que dans leur vie quotidienne. Et c'est un roman aussi qui va parler des lois afghanes, vraiment, qui cadenassent, vraiment, qui enchaînent, en fait, limite ces femmes-là. Donc c'est un roman, honnêtement, que je trouve super intéressant à découvrir. Et honnêtement, je vais lire d'autres livres de Nadia Hachimi. J'aime bien en 7e position L'appel de la forêt de Jack London, qui est un roman d'aventure. On va parler de chiens, ça va se passer en Alaska, c'est la ruée vers l'or, donc il se passe pas mal de choses, on va dire. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire de Buck, un chien qui a une vie vraiment... Il a une vie ordinaire, le gars. C'est un chien, en fait, d'une famille fortunée, donc il est chouchouté comme pas possible. C'est une race belle, voilà, c'est une très belle race de chien, donc il va se faire vendre secrètement par le jardinier de la famille fortunée pour être chien de traîneau pour des chercheurs d'or, en fait, pendant l'âge d'or de la ruée, voilà, la ruée vers l'or. Et on va découvrir son parcours, en fait, de chien qui n'a pas l'habitude de faire grand-chose, à meneur, en fait, de meute et tout ça. Honnêtement, j'ai passé un super moment. Je m'attendais pas à vivre autant d'émotions, à prendre autant de plaisir à lire une histoire de chien, parce que tout que Jack London, ce qu'il a fait de spectaculaire dans ce livre, c'est qu'il a humanisé au maximum les émotions de Buck et il nous les a retranscrits. On était vraiment dans la peau de Buck, donc tout ce qu'il ressentait, on le sentait au fur et à mesure qu'il parcourait, en fait, ce monde de blanc, ce monde auquel il n'est pas habitué, qu'il côtoie ces humains qui étaient parfois sadiques, qui étaient parfois l'inverse de tout ce qu'il avait connu. Donc on le voit se métamorphoser, on le voit changer, on le voit évoluer. Et honnêtement, c'est une aventure qui est super intéressante à suivre. Et honnêtement, Buck, il a un destin hors du commun. Donc vous allez passer un bon moment. En plus, c'est une lecture jeunesse, je crois, mais honnêtement, je trouve que ça peut se lire à tous les âges et on a plusieurs types d'interprétations de ce qui se passe dans cette histoire. Parce que je trouve que ça parle très bien d'esclavage, ça parle de discrimination, ça parle de nature profonde. Bref, je trouve que c'est un livre qui fait du bien et qui ne va pas vous laisser indifférent. J'ai mis en 6e position Fantômes et Farfafouilles de Frédéric Brown, qui est un recueil de nouvelles fantastiques SF. On va surfer sur l'absurde et de l'humour noir la plupart du temps, mélangé à un peu de SF. Et honnêtement, vous allez passer un bon moment. J'ai rigolé. Il y a des nouvelles qui m'ont fait tordre de rire. Il y en a d'autres qui m'ont laissé perplexe à la fin. Il y en a d'autres qui m'ont rappelé que c'était pas si loin que ça de la réalité qu'on vivait. Bref, on est sur 42 nouvelles avec de l'absurde, de l'humour noir, du déjanté. Et ça fait plaisir parce que on a aussi un peu d'horreur qui se glisse de temps en temps. Et clairement, je pense que c'est un recueil de nouvelles qui est intéressant à découvrir si on veut découvrir l'auteur. Et qu'on aime aussi la vibe un peu spooky, voilà, ish. Donc, c'est un livre qui fait du bien et qui fait du bien correctement, voilà. J'ai mis en 5e position Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. On est sur un roman d'horreur fantastique et on va suivre une famille en particulier. On va suivre la famille Hollow et les 3 sœurs Hollow qui ont disparu quand elles étaient petites. Elles ont disparu pendant un mois. Elles sont revenues, elles ont perdu leur mémoire et elles ont tous été un phénomène de foire, on va dire, parce que leur disparition a été très médiatisée. Elles ont grandi, la plupart ont grandi. La plus jeune, elle a 17 ans quand sa sœur aînée redisparaît à nouveau. Et là, en fait, c'est reparti pour l'attention médiatique, c'est reparti pour comprendre ce qui s'était réellement passé quand elles avaient disparu la première fois. C'est un livre qui est super prenant, honnêtement. On est sur de la fontaine, non, on est sur du fantastique qui est bien géré. Je pense que c'est du young adulte parce qu'on va vraiment suivre tout du point de vue de la dernière qui a 17 ans. Et honnêtement, je trouve qu'elle a une intelligence émotionnelle et une intelligence de manière générale pour son âge qui est très intéressante parce que elle va être vraiment limite au front pour retrouver sa grande sœur. Donc, il y a pas mal d'émotions très étranges que vous allez traverser en lisant ce livre. Et la vibe générale est un peu malaisante. J'ai trouvé que c'était un livre qui était très bien dosé et on suivait facilement la petite dernière sans souci. On suivait l'action parce qu'il y a de l'action. On suivait le monde dans lequel gravitaient ces sœurs-là, finalement, qui étaient un monde super chelou. Il y a aussi des notions liées à de l'horreur qui vont se glisser dedans.
et qui vont s'insérer de manière très juste et vous allez vraiment apprécier le voyage. En quatrième position, j'ai mis Et pourtant je m'élève de Maya Angelou, qui est un recueil de poésie. On est sur de l'autobiographie et Maya Angelou, c'est une féministe, donc ça se ressent dans tous ses poèmes de manière générale. L'édition que j'avais lue est une édition bilingue, donc on va avoir les poèmes en anglais et on va avoir les traductions en français. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce recueil, c'est qu'ils ont expliqué le process de traduction des poèmes, parce qu'il y a des choses qu'on doit respecter au niveau des vers et tout ça, et c'est très joliment expliqué dans ce livre. Mais au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est Maya Angelou. Honnêtement, c'est une poétesse qui ne laisse pas indifférent. Elle respire en fait la liberté, elle respire la confiance en soi, elle respire le combat au quotidien et tous ces poèmes vont vous donner de la force, vont vous mettre dans un état limite extatique dans la manière dont elle assume sa féminité, dans la manière dont elle mène ses guerres, ses combats. Honnêtement, vous passez un bon moment et ces poèmes-là, je les dévorais de temps en temps, j'en picorais un peu à droite, un peu à gauche et je passais mon été comme ça et c'était trop bien. En troisième position, j'ai mis le livre Mirror Bay de Catriona Ward. On est sur un roman fantastique, il est un peu psychologique et il y a une vibe un peu polar aussi qui est mélangée au truc. Et typiquement, c'est un livre qui va raconter une histoire dans une histoire dans une histoire. Voilà, on est sur un truc comme ça. Et j'avais pas lu le premier roman de Catriona Ward, mais apparemment elle est connue pour créer des histoires très particulières, des histoires qui vont pas vous laisser indifférent. Et c'est le cas là dans ce livre. On va suivre en fait des jeunes enfants qui passent successivement l'été dans un endroit où il y a peut-être un tueur en série et qui sommeille. On va les voir s'attacher l'un à l'autre, on va les voir profiter de leur été, mais on va les voir aussi confronter le fait que quelqu'un qu'ils connaissent dans leur entourage est lié et suspect dans des crimes assez violents. Et on va voir comment cette information-là va façonner leur vie plus tard et comment est-ce que ça peut les traumatiser éventuellement. Et c'est dans cette histoire-là qu'on va nous raconter une autre histoire qui serait un livre basé sur cette histoire-là, qui serait vraiment... Enfin, c'est un foutoir sans nom. Quand je lisais ce livre, je me disais, mais elle essaie de faire quoi cette auteure? Elle essaie de faire quoi? Mais à la fin, quand j'ai compris ce qui était le propos de ce livre, j'ai vraiment dit, waouh, je me suis dit, waouh, elle est douée, elle est super douée. Elle est super douée dans ce qu'elle a voulu faire et je trouve qu'elle l'a fait très bien. On passe un bon moment parce qu'on s'interroge tout le long de cette histoire. On essaie de comprendre le fin mot de l'histoire soi-même, mais on aura du mal à découvrir c'était quoi le fin mot de l'histoire. Vraiment, si vous arrivez à trouver la fin, 50 pages avant la fin du livre, vous êtes fort. Parce que honnêtement, c'est à la toute fin que j'ai compris ce qui se passait dans ce livre. Et j'ai adoré en fait pouvoir me casser la tête pendant autant de temps et ne pas avoir de réponse sur ce qui se passait dans cette histoire. Vraiment, c'est un casse-tête d'une manière très intéressante et les personnages étaient assez intéressants parce qu'ils étaient construits de manière plutôt intelligente. Si vous aimez cette manière de mettre les poupées dans les poupées dans les poupées comme les poupées russes, si vous aimez ce genre d'engrenage, ce livre va fait pour vous parce que je trouve que c'est très bien fait, c'est rondement mené et on passe un très bon moment à lire ce livre, vraiment. J'ai passé un super moment. Alors, j'ai mis en troisième position Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid qui, voilà, ça va être une saga familiale, on va parler de surf, d'été, de drame, pendant cet été-là, bien entendu, et on va suivre l'histoire d'une fratrie qui, chaque été, fait une grosse fête. Et le dernier été où aura lieu cette fête-là, en fait, est un été où il y aura de grands feux qui vont brûler la maison où se passe en général la fête. Et c'est l'été où il se passe plein de choses, c'est-à-dire c'est l'été où tout est mis sur la table et c'est une famille qui est complexe, vraiment. C'est une famille qui a plein d'éléments à débunker, c'est une famille qui a plein d'éléments traumatiques à décortiquer. Et cet été-là, ce sera l'été où tout va exploser. Vraiment, j'ai passé un très bon moment à suivre cette fratrie-là parce qu'ils étaient très attachants, la manière dont ils étaient là l'un pour l'autre, dans la manière dont ils se construisaient sans ces parents-là qui étaient compliqués quand même, qui avaient du mal en fait à se comprendre eux-mêmes et qui avaient du mal à s'assumer, encore moins les assumer eux. Donc on aura des enfants qui ont grandi quasiment seuls, qui sont unis contre tous et on va les voir vivre un été brûlant, un été vraiment qui va déclencher une réaction en chaîne qui va permettre la libération de pas mal de choses. C'est vraiment passé un très bon moment, c'est bien écrit, c'est bien dosé. Les personnages sont super intéressants, ils sont bien écrits. Et honnêtement, je savais pas qu'elle écrivait aussi bien, cette autrice. Je crois que je vais lire d'autres de ses livres, c'est clair. J'ai trop envie de pouvoir en 2026 lire d'autres de ses romans. Parce que je trouve que la manière dont elle vous vend un personnage
vous le rend super attachant automatiquement. Elle vous donne envie de vous intéresser à la vie de ce personnage-là. Elle est construite d'une manière magnifique et vous ne pouvez que apprécier de traverser ces moments-là avec ce personnage-là. En plus, on est sur une saga familiale, donc on va retracer le passé des parents, le passé de tout le monde. Et en fait, crescendo, on vous montre en fait comment est-ce que des petits grains de sable se sont glissés dans cette dynamique familiale qui va créer pas mal de problématiques plus tard. Bref, c'est une très belle saga familiale. On est sur un thriller assez captivant et tout s'embrasse devant nos yeux. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir lire ce genre d'histoire. Et honnêtement, il mérite largement cette position parce qu'il était trop bien. J'ai passé un super moment à lire ce livre et la deuxième position le retranscrit trop bien. Et avant de vous glisser le livre qui a pris la première position dans ce classement, je vais vous parler de quelques livres quand même qui étaient super intéressants, mais qui n'ont pas trouvé leur place dans ce top parce qu'il fallait en garder que 10. Il y avait La chère Être hélas de Ovidi qui est un essai, témoignage, une autobiographie où Ovidi, à 37 ans, vous dit qu'elle a déclaré qu'elle fait la grève du sexe et vous explique toutes ses raisons. Et il y avait aussi Cemetery Boss de Hayden Thomas qui est de l'urban fantasy avec de la magie. On est sur un roman queer avec une romance queer aussi de mémoire. Et on va parler de magie et j'ai trouvé que c'était un coming of age qui était super sympa. On suit un jeune homme qui a tout à prouver et honnêtement, toutes les occasions lui seront présentées pour prouver sa valeur et ça se passe super bien. Il y avait Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez qui est un recueil de nouvelles à vibe horrifique, épouvante, horreur qui m'ont vraiment fait couler des sueurs froides. J'ai flippé sur certaines nouvelles, vraiment. Il y en a une où j'ai eu du mal à dormir. La deuxième femme de Louise May, un livre qui m'a pas laissé indifférente. C'est un roman vraiment policier, psychologique. On va parler de violence. On va parler d'une femme qui va apprendre à s'aimer et apprendre à sortir d'une relation super toxique. La maison sortilège de Emilia Hart, un roman fantastique qui va parler de sorcières. C'est des choses que j'aime bien voir en roman. Et on passe un bon moment à suivre plusieurs générations de sorcières et leur lutte pour gagner leur indépendance. Mon mari de Maud Ventura est un roman qui va parler d'obsession, obsession qu'une femme a pour son mari. Et vraiment, c'est un livre qui est très particulier dans la manière dont on décrit les obsessions de cette femme qui est vraiment accro à son mari. C'est vraiment super particulier. Et j'ai passé un bon moment globalement à le lire. Depuis toujours, nous aimons les dimanches de Lydie Salver, un essai qui va parler de paresse de travail, de la manière dont on est conditionné en fait à travailler tout le temps alors qu'on n'a pas besoin de travailler autant. J'ai passé un bon moment à le lire. Ça m'a conforté dans les dimanches pareils que je me fais de temps en temps. Et puis le livre qui a pris la première position pour moi dans ce top, celui qui m'a rendu le plus heureuse cette année, c'était La couleur pourpre de Alice Walker. C'est un roman épistolaire qui va raconter la relation de deux sœurs, qui va parler de ségrégation, de racisme, de violence sexuelle, de féminisme. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. C'est la première fois que j'adore à ce point-là un roman épistolaire parce que j'ai du mal souvent avec les romans épistolaires. Mais ce coup-ci, ça a marché de folie. On va être sur des personnages qui ont vécu des crasses dans la vie. C'est des personnages féminins assez forts, des personnages qui vont lutter pour leur indépendance, des personnages qui vont s'affirmer. On est sur un roman qui va parler de beauté dans les moments tragiques. On va parler de solitude, d'amour, d'identité sexuelle, de domination, de pauvreté, de la manière dont en fait on essaie de s'affirmer dans une société qui vous veut au plus bas. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment, surtout quand je relisais ces correspondances entre ces deux sœurs-là, que des océans séparés, mais qui faisaient tout quand même pour garder une certaine connexion entre elles. C'était beau, c'était tragique. Et honnêtement, voir ces femmes-là s'épanouir m'a fait un bien fou. Et voilà comment j'ai passé une partie des meilleurs moments de mon année 2025. Et comme d'habitude, je précise que ce top ne reflète que mon goût à moi, mes envies. Sachez que dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à parler des moments positifs de l'année 2025. La prochaine vidéo, normalement, ce sera le top des BL qui m'ont le plus positivement impacté en 2025. Après, on va passer au top des dramas simples qui m'ont positivement impacté. Et après, je crois, on passera au flop, normalement. Bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Droppez aussi vos tops 2025, bien entendu. Likez et partagez cette vidéo si vous l'appréciez. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!